place au débat tout de suite, parce que vous le savez, c'est 2022, il va falloir rester agile et créatif. Quel sera le rôle des exportateurs et des exportatrices et d'Unifrance? Comment faire de l'export un moteur de la relance du cinéma et de l'audiovisuel en France? Quel est le rôle des plateformes? On vient de le voir, il sera important, local et global, dans le circuit de vente de diffusion. Pour en savoir plus sur le soft power culturel français, je vous propose d'accueillir tout de suite le tout premier plateau de débat. Grégoire Mélin pour Kinologie, Emmanuel Guilbard pour About Premium Content, Céline Sciamma, réalisatrice s'il en est, Mathieu Fournet pour le CNC, Fiona Jamison pour MK2 et bien sûr Daniela Esner qui nous rejoint pour administrer ces échanges. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça marche? Merci Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes venus nombreux, on est très heureux de votre présence en physique. Ça n'a pas été gagné. Alors on s'est autorisé d'enlever, on l'a un peu moins dit au président, les masques pendant qu'on parle, on va les remettre pendant qu'on écoute. Donc si ça vous va au panel, évidemment vous pouvez aussi garder vos masques si vous préférez. Bien sûr, mais c'est quand même plus facile pour parler. Donc, tout d'abord, merci à tous les panélistes. Je vous introduis peut-être dans l'ordre, juste à côté de moi. Donc, Céline Sciamma, réalisatrice de nombreux films qui ont bien circulé, on va en parler. Et puis, notamment Petite Maman, qui se retrouve actuellement dans plus de 40 pays partout dans le monde. Merci d'être là. Emmanuel Guilbard, présidente de APC, donc une société de production et distribution plutôt audiovisuelle qui existe depuis 2014. Récemment, en production et surtout en distribution, une série Gloria, une série diffusée sur TF1. À venir, Alger confidentiel sur Arte. Il y a aussi un documentaire qui sont Les Gardiens de l'eau avec Canal+, et une série coproduite avec l'Australie, The Unusual Suspects, que j'ai eu le loisir avec Hervé Michel de découvrir à Lille dans une salle un vendredi matin pendant Sérimania, et la salle était pleine et la série est assez surprenante et très prenante par ailleurs. Sur OCS. C'est OCS, oui, je précise. Grégoire Mélin, donc récemment élu président de l'ADEF, de l'association des exportateurs de films, et évidemment président directeur de Kinologie. On en a vu pas mal de tes films exportés dans notre petit film tout à l'heure, notamment évidemment Annette Léos Carax. Il y avait aussi Bergman Island, Mia Hansen Love et La Fracture de Catherine Corsini, que nous avons aussi pas mal accompagné à l'étranger. Donc de nombreux films qui nous attendent aussi dans les mois et l'année qui vient. Mathieu Fournet, directeur des affaires européennes et internationales du CNC. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup ensemble, évidemment, vous le savez, avec le CNC. Nous avons passé beaucoup de temps aussi pour toute cette fusion dont Madame la Ministre a rappelé quand même l'importance tout à l'heure. Mathieu, et Fionnuala, d'ailleurs, ça y est, j'allais commencer, mais non, Fionnuala Jamison, MK2. Donc, merci d'être là également. Donc, vendeuse, exportatrice de Petite Maman de Céline Sciamma, mais aussi de Julie en 12 chapitres, qui est shortlistée pour les Oscars. Un très beau film que nous avons découvert à Cannes cette année. Et puis, avec de nouveaux films qui nous attendent, notamment le nouveau film de Léonore Serrail, Un petit frère, qui va être, je ne sais pas, dévoilé en promo, je pense, au rendez-vous, donc qui nous attendra. Je vous rappelle, Léonore Serrail avait eu la Caméra d'Or pour une jeune femme, c'est bien ça, oui. Donc Mathieu, je reviens. Mathieu, nous avons travaillé beaucoup ensemble, comme je disais. Il y a beaucoup de choses au CNC qui sont faites pour l'export. C'est à la fois évidemment important pour nous Unifrance, c'est important pour l'ensemble des exportateurs et des producteurs. Ça se ressent à la fois en production et en vente. Donc est-ce que je pense que c'est bien que tu dresses un petit
bilan, portrait de tout ce que vous faites effectivement pour nous, pour nos films, pour nos œuvres à l'international, que ce soit cinéma ou audiovisuel. Merci Daniela, et puis merci d'avoir pensé à nous convier pour ces journées qui sont très importantes pour nous. Ce que je peux dire de manière synthétique, c'est que depuis 2 ans et le début de la crise, ce qu'on a essayé de faire avec vous tous et avec Unifrance, avec au début TV France International avant la fusion, et puis avec l'association des exportateurs de films, avec l'ADEF, mais aussi avec le CETPA côté audiovisuel, c'est vraiment d'essayer de répondre à la crise en nous tournant vers l'avenir, de ne pas être là pour colmater les brèches, mettre des pansements sur des situations difficiles, mais tout en soutenant le secteur, de nous projeter vers l'avenir, d'adapter les dispositifs aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de consommation. Et puis aussi, je pense que les métiers évoluent beaucoup, les métiers de l'export, les métiers de la distribution internationale, et donc de permettre aux professionnels français d'avoir les moyens de travailler et de repartir à la reconquête des marchés. Alors, reconquête qui se fait plus tardivement que ce que nous aurions aimé, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler, et je pense que ça a donné des fruits. En tous les cas, nos partenaires étrangers nous interrogent très souvent sur les mesures que nous prenons. Alors les mesures que nous avons prises, elles sont assez nombreuses en fait. Tout d'abord, côté cinéma, il y a eu la pérennisation du fonds de soutien automatique à l'export, qui était un dispositif expérimental au départ, qui avait été mis en place en 2017. Et au moment de la crise, dans la réflexion qu'on a menée tous ensemble, je le redis, on a décidé donc de pérenniser ce fonds de soutien automatique et d'en renforcer les moyens. Je pense que ça, c'est vraiment la première étape la plus importante pour permettre aux sociétés d'exportation et aux agents de vente d'aborder le futur de manière plus sereine. Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, le montant global de ce dispositif a été augmenté de 2 millions d'euros. On a également mis en place des soutiens dans le domaine de l'audiovisuel, en lien avec les associations professionnelles, notamment pour une demande qui était assez importante en matière de doublage des œuvres. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis nous avons, tu l'as rappelé, travaillé aux côtés d'Unifrance dans le cadre du projet de fusion. La ministre l'a redit, il y a également dans le plan de relance une somme importante. Ce que je tiens à signaler, c'est qu'on a aussi eu différents volets sur l'international, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas aborder l'international si dans les autres pays, dans les pays de marché, la filière ne tient pas debout. Et on l'a vu dans de très nombreux territoires, qui sont des territoires importants en matière de vente et d'export. Le CNC a aussi été aux côtés de ses partenaires, de ses homologues et des professionnels dans des pays aussi variés que le Canada, l'Argentine, la Tunisie, le Liban, afin de pouvoir accompagner aussi les filières. Je pense que si on veut se projeter à l'international, il faut que les secteurs se portent plus ou moins bien partout. Et je le sais, il y a certaines salles de cinéma à réessai en Argentine, en Uruguay, même aux États-Unis, qui sont fermées, qui ne vont pas réouvrir. Donc on a aussi accompagné tout ce qui était coproduction internationale. On a renforcé nos dispositifs d'accueil des scénaristes, des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des réalisatrices, qu'ils viennent des espaces de la francophonie, d'Amérique latine ou de pays comme le Liban, puisque vous le savez, le maillon des exportateurs et des agents de vente français est aussi reconnu pour son savoir-faire en matière de vente des coproductions internationales et de ce qu'on appelle le cinéma du monde. Donc on a aussi réformé l'aide au cinéma du monde et on en a renforcé les budgets et les moyens avec 2 millions d'euros supplémentaires et la création d'un 3e collège d'aide après réalisation. C'était des choses qu'on avait déjà imaginées auparavant, mais ce qu'on a souhaité faire vraiment au CNC, c'est utiliser la crise comme une opportunité. Grégoire, en tant que président de l'ADEF, je m'adresse à toi peut-être en premier. Utiliser la crise aussi comme opportunité, le pragmatisme que Gilles mentionnait tout à l'heure. Le lendemain de l'annonce de Berlin que son marché va aller online, Sundance qui se retrouve online. On a des acheteurs qui nous ont écrit hier, finalement on ne vient pas au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, on regardera le film en grand écran chez nous en bonnes conditions. C'est quoi en fait le pragmatisme d'un vendeur qui doit composer avec tout ça? Et est-ce que finalement regarder un film à la maison
en ligne, certes dans des bonnes conditions, mais est-ce que c'est la fin de ce que j'appellerais l'acquisition émotive ou la vente émotive, c'est-à-dire l'émotion, elle n'est plus ce que les là. Américains appellent urgency. Non, déjà, alors, opportunité, je ne sais pas. En tout cas, la réalité, c'est que ça fait des années qu'on sentait que les marchés étaient en décélération, les marchés physiques. Bon, je vais résumer en 10 secondes ce qui se passe pour nous depuis 2 ans, parce que j'imagine que vous savez, mais quand même c'est important de le dire, nous n'avons plus de marché physique. Cannes a été, on ne va pas se mentir, assez petit. Il y a eu très peu de distributeurs étrangers hors français qui sont venus à Cannes cette année. C'est pas grave, mais c'est juste une réalité. Donc on est, comme tout le monde, derrière Zoom toute la journée. Et donc, c'est pas tant le fait de voir ou de rencontrer les gens par Zoom, c'est le fait que nous n'avons plus la possibilité de montrer les films en salle. Et qu'est-ce que ça veut dire, montrer les films en salle, au-delà du côté impressionnant, du côté collectif, du côté tout ce que vous voulez, c'est qu'il y avait ce sentiment de urgency, qui était qu'il y avait un moment donné, un endroit donné, où 20, 40, 60, quelquefois 200, 300 distributeurs pour des films très attendus se retrouvaient à un endroit où ils n'avaient qu'un moment pour voir le film et un moment pour l'acheter après. Donc courir pour l'acheter. Ça s'appelle l'urgency. Ce qu'on voit de manière extrêmement aiguë à Sundance quand les studios ou les distributeurs américains achètent des films, ou quelquefois des vendeurs essayent de revenir avec des films. C'est notre vie depuis 20 ans, depuis 30 ans qu'on vend des films français à l'étranger. C'est ces moments-là qui nous manquent. C'est ces moments, typiquement, moi je l'ai vu à Cannes avec La Fracture, où pour les quelques distributeurs qui étaient à Cannes, on a réussi à les convier à la projection. On a fait peu de projections de marché parce qu'on savait que les projections de festival peut-être pouvaient suffire. Elles étaient sous-titrées en anglais. Enfin voilà, tout se passait comme dans des conditions de séance de marché. Et on a fait venir les distributeurs à la projection officielle. Et sur les 12 distributeurs qui sont venus à la projection officielle, 10 offres. Voilà. Donc on voit bien que c'est une réalité. Donc nous aujourd'hui, continuer à rencontrer les gens par... Alors, je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'on sentait cette décélération, on sentait cette espèce de côté un peu... on avait l'impression, honnêtement, nous vendeurs, moi ça fait 23 ans que je fais ce métier, que je quittais la FM, par exemple, et que je revenais l'année d'après pour récupérer mes écrans, et que j'ai l'impression qu'il s'était passé une semaine. Bon. Donc il y avait ce côté un peu de répétition rébarbatif. On sentait qu'il fallait que quelque chose se passe. Il s'est passé ce qui s'est passé depuis 2 ans, ce qui nous met devant plein de nouvelles idées, effectivement, de comment on continue à créer. Alors, il y a beaucoup de sujets sur la table dans les questions que tu m'as posées. Il y a la question de l'agilité. Il y a la question de réussir à, plus que jamais, être excellent sur toute la ligne, non seulement dans notre choix de film, mais également la manière dont on les amène aux distributeurs. Le marketing, créer des événements autour de... Mais des événements, c'est pas forcément des événements physiques, c'est avoir des idées pour faire en sorte que les distributeurs tout d'un coup se disent « Ah, ce film-là, pourquoi tout d'un coup il a cette idée de vente, cette idée de mise en scène de la vente ?» Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça, tout d'un coup, ça nous a ouvert un peu les chakras de nouvelles voies à emprunter pour vendre les films. Après ça, tu m'as posé une autre question. Je suis désolé, je lance beaucoup de choses en l'air, mais il y a effectivement beaucoup de sujets, beaucoup d'interrogations. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de retrouver les marchés physiques. Pas tant pour le fait de revoir les gens, même si on va être très heureux de revoir les gens, parce que la réalité, c'est qu'aussi en Zoom, pendant les confinements, pendant les marchés qu'on a eus par Zoom, c'était aussi très agréable de voir les gens. On a découvert quelquefois leur vie, on s'est parlé de choses dont on ne s'était jamais vraiment parlé en vrai. On a pu visiter avec Zoom leur maison, leurs endroits. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses très humaines qui se sont développées entre nous et qui a créé un tissu, un lien encore beaucoup plus fort que ce qu'il était avant. Moi, c'est ma sensation. Maintenant, on a vraiment besoin de les retrouver physiquement pour leur montrer les films. Et c'est pour ça que je félicite Unifrance d'avoir tenu coûte que coûte, peut-être au pire moment de la pandémie, ce marché. On va tous faire très très attention. On fait tout ce qu'il faut déjà en termes de précaution pour faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est vrai que la question de Berlin qui annule 1 mois et demi avant, dans un moment où l'agilité, où le fait d'avoir des idées, de faire en sorte que les choses se... Alors déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques défections de distributeurs, mais la réalité, c'est que ceux qui viennent sont fous de joie de venir. Ils sont fous de joie de venir. Ils arrivent même avec une journée d'avance. Ils ont envie de nous voir. Ils ont envie de voir des films. Ils ont envie de discuter. Ils ont envie de trouver des films. Donc ça, c'est très, très encourageant. Après ça, tu m'as posé une autre question. Alors, Berlin, je ne vais pas revenir sur Berlin. C'est leur choix. J'imagine qu'il y a plein
malheureusement de drawbacks qui font qu'ils peuvent pas. Tu m'as posé une question à la fin qui ouvrait vers la dernière. C'était plus sur la vente émotive, parce que c'est vraiment ça qui me. Bon, mais tu as très bien répondu. Non, c'est ça, c'est ce sentiment d'urgence où tout d'un coup, les gens qui se sentent évidemment en concurrence, qui voient le film et vivent les émotions telles qu'un public les vit ou tout simplement qu'un spectateur le vit dans la salle, il n'y a pas besoin de public, il y a besoin de quelques acheteurs dans une salle et tout d'un coup il se passe quelque chose et c'est exactement ce qu'on a vécu avec La Fracture cette année. Non, voilà, je trouve que évidemment l'agilité est le mot qui est beaucoup utilisé mais qui est très très vrai, c'est-à-dire que honnêtement, si vous voulez mon point de vue, je pense que Berlin avait le temps de dire écoutez, voilà, ça va pas le faire en février à l'endroit et à la date qu'on avait choisi, mais on revient vers vous début février pour observer comment la pandémie se développe ou se résorbe, enfin, et début février, on vous donne des nouvelles, peut-être d'un marché en mars, peut-être d'un marché dans un autre endroit que celui qu'on avait prévu, qui est effectivement extrêmement peu adapté en ces temps à un marché physique de films. Voilà, et je pense que j'aurais tout fait, en tout cas si j'avais été à leur place, pour essayer de le faire en 2 temps. De dire dans un premier temps, bon, oubliez les dates de février, oubliez le MGB, mais on revient début février avec peut-être une autre solution. Il y a une espèce de rigidité, il y a une espèce de collusion avec le festival qui est quand même compliqué à gérer pour eux. Voilà. Mais Daniela est allé à 2000% sur un marché physique à Paris. On va le tenir. Il est agile pour le coup. On l'a adapté. Nous, on va l'adapter aussi dans notre manière de gérer les distributeurs, de leur faire des choses en dehors du marché quelquefois, parce que le marché de Paris est aussi connu pour ça, de faire des petits événements. Moi, je vais faire un petit truc un par un, dans un endroit ultra aéré, un peu en dehors, voilà, enfin, quelque chose d'extrêmement... voilà, il y a plein de choses à inventer. Ce qui est extrêmement motivant et énergisant, c'est l'idée que ça a tout remis à plat et que voilà. Après ça, il y a beaucoup d'autres sujets sur les films français à l'étranger, les résultats. Moi, j'ai eu la chance de vendre le film de Léos Carax, en plus, qui est en anglais, et on a vu les distributeurs qui ont fait marcher le film et on a vu ceux qui l'ont moins bien fait marcher. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais je suis ravi d'en discuter à un autre moment. Céline, enfin, plus tard dans la conversation peut-être. On va peut-être laisser revenir parce qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire l'événement, il faut faire quelque chose pour que les films vivent. Je ne sais pas si tu sais, mais tu as été élue réalisatrice de l'année par un certain nombre de distributeurs suite à ta tournée exceptionnelle autour de Portrait de la jeune fille en feu. Tu as été 3 fois en Belgique avec ton équipe. Je pense que jamais ils avaient vu ça avant. Donc ça paraît tout juste à côté, hein, mais je vous rappelle qu'il y a certains et certaines réalisateurs et réalisatrices qui n'y vont même pas. Donc, c'est-à-dire que naissance des pieuvres, naissance d'une envie de l'international, c'est-à-dire que d'où est-ce que c'est venu? Et est-ce que il y avait Portrait de la jeune fille en feu, mais aussi évidemment Petite Maman, c'est-à-dire que sur ces 1 an et demi, ce côté, il faut encore plus y aller, il faut encore être plus agile, plus inventif. C'est quoi ton expérience sur ces points? Merci et bonjour à tous et à toutes. J'étais pas au courant de cette élection, je sais pas où elle s'est tenue, mais bon, il y a plein de moments démocratiques partout, c'est bien. Désir d'international depuis le début, pour ma part, c'était un souhait, mais très candide. Sur un premier film, on découvre totalement les types de circuits qui d'un coup vous désirent, en fait. Hein. Vous pouvez les désirer si vous ne désirez pas en retour. Donc c'est surtout ça qui m'est arrivé, avec bien sûr la fabuleuse exposition qu'on connaît, qu'offre le Festival de Cannes aux premières œuvres, quand elles ont la chance d'y accéder. Ce fut mon cas. Et du coup, l'expérience s'est répétée sous des formes différentes, puisque Tomboy était au Festival de Berlin, et que c'est vraiment avec ce film que j'ai eu accès à justement une autre dimension en termes de nombre de territoires et donc d'expérience. Et ça n'a fait que se renforcer, ce qui fait qu'effectivement, quand cette crise est arrivée, enfin voilà, moi c'est vrai que l'international, ça fait partie de ma réflexion dans l'écriture des films, que ce soit leur écriture réelle, on va dire, narrative, enfin leur ambition de toucher des publics, mais aussi dans leur écriture de production et dans leur écriture de voyage, voilà. Et ça passe aussi du coup par des écritures de promotion, effectivement, dans quel festival on va, comment on s'expose. Et du coup, quand la crise est arrivée, c'est vrai qu'il y a eu un effet
je ne sais pas si c'est une opportunité ou pas, en tout cas, il s'agit de la vivre. Voilà, moi j'ai décidé de la vivre, c'est-à-dire d'essayer au maximum continuer à faire mon métier, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence, parce qu'effectivement, quand en mars 2020, moi je sortais de quasiment 18 mois de promotion, et donc je ne comptais pas vraiment me remettre sur les routes aussi vite. Et puis voilà, il y a eu je suis en position de pouvoir faire des films à ce moment-là et possiblement de les amener à un public. Et donc il y avait je vais dire triple volonté au hasard, parce que 3 généralement on retombe sur ses pieds. La première, c'était donc de faire du cinéma et d'amener, quand les salles rouvriront, d'être en solidarité, de contribuer à cet effort avec des images qui auraient été fabriquées pendant, donc qui n'auraient pas la candeur des images d'avant. On allait avoir besoin de la candeur des images d'avant, mais elle allait aussi nous faire souffrir, en fait. Et d'ailleurs, on a vu que le rapport des gens à la fiction, il était compliqué pendant la pandémie, pendant les confinements. Les gens lisaient beaucoup plus de l'actualité, des essais. Il y avait une violence à voir l'insouciance des images qui nous étaient proposées. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup le cinéma de genre qui échappe à la chronique naturaliste, qui a aussi été célébrée cette année, c'est-à-dire une fiction où les imaginaires nous permettaient de ne pas voir que les gens étaient dans des situations, dans les fictions, mieux lotis que nous, en fait. Donc voilà, il y avait ce désir-là, et le désir aussi de soutenir toute la filière, c'est-à-dire de ne pas attendre, par exemple, le Festival de Cannes, qui avait plus de chances de se tenir, mais d'aller tout de suite au Festival de Berlin en mars 2021, et de croire à la possibilité de faire circuler un film, et pas seulement en France, partout. Et donc avec la volonté de retrouver des distributeurs et des distributrices dans le monde entier qu'on venait à peine de quitter, avec un film léger, alerte, pas cher. Pas cher pour ceux qui n'ont pas d'argent, cher pour ceux qui en ont, possiblement, parce que voilà, c'est aussi de la spéculation, et comment on décide de la pratiquer ou non. Et il y avait vraiment cette volonté, donc oui, de vivre la crise, de faire vivre le cinéma dans cette crise, et en France, quand les salles rouvriraient, mais dans le monde entier. Et les sorties, certaines ont été annulées, décalées. Le film, il est en train un an après, d'accomplir son tour du monde, en se terminant avec les États-Unis, qui n'ont eu de cesse de se décaler pour une raison qui est que le Neon, le distributeur, qui est le distributeur de Titane aussi, a une volonté politique de sortir le film en salle. Et donc d'attendre que le public pour ce film soit de retour en salle, et nous en concertation, parce que c'est ça qui compte, plus qu'aussi possiblement d'autres dynamiques comme celle des Award Season, etc. Même si le film y est très bien représenté, donc c'est très chouette, c'était de pouvoir amener les films en salle. Et donc oui, il y a une vraie dynamique de prise en compte de l'inter, parce qu'aussi ce sont des histoires de fidélité ou de rencontres. Et c'est vrai que moi je travaille avec Pyramide parce qu'il y a Roxane Arnold, mais je travaille avec Folkets parce qu'il y a Katrina, Théodora parce qu'il y a Stefano, donc c'est aussi des amitiés, des solidarités, et ça c'est le grand privilège d'avoir eu la chance de grandir à l'international, grâce à ces solidarités, et puis grâce aussi au soutien du circuit de festival international, de s'accompagner et de vivre cette crise ensemble, et donc aussi de s'offrir, parce que c'est ça que nous offre l'international pour nous cinéastes français, d'autres types d'expériences de sortie, politisées différemment. Et notamment dans des pays où la chronologie des médias dépend moins du hertzien, d'expérimenter des sorties, pas simultanées, pas forcément simultanées, mais en léger décalé. Par exemple, j'ai fait cette expérience avec Mubi en Angleterre et en Italie. Ça permet aussi des collaborations entre distributeurs européens. Ça, c'est vraiment passionnant. Par exemple, sur la sortie de Petite Maman avec Mubi, il y a une solidarité entre l'Italie et Mubi et l'Angleterre pour la sortie VOD. Et donc ça permet une mutualisation des coûts, une mutualisation de l'artwork, et une pensée de la promotion, où quand je suis en Angleterre avec Mubi, je fais beaucoup d'interviews, mais je les fais simultanément pour l'Inde, la Turquie, l'Italie, l'Angleterre. Et ça permet aussi du coup un autre rapport à la critique, et notamment on constate beaucoup à l'international que
que la critique s'est extrêmement régénérée en termes de génération et de type de médias, mais surtout aussi en termes de génération, et donc de se confronter aussi à des nouvelles politiques de critique et à des regards multiples qui sont évidemment hyper enrichissants ensuite pour faire les œuvres. Donc c'est assez... Voilà, moi, je considère que l'accompagnement des films, pour ne pas dire le mot promotion, même si c'est ça, mais pour moi, je dis l'accompagnement parce que c'est en collaboration avec le distributeur. Il ne s'agit pas, moi, de ma carrière. Moi, à titre personnel, je trouve ça épuisant, fastidieux, répétitif, mais par contre, politiquement essentiel. Et donc, je ne parle pas de promotion, mais d'accompagnement parce qu'il s'agit à chaque fois de la sortie des films. Et moi, par exemple, je ne vais jamais dans un festival s'il n'y a pas une sortie du film associée avec un distributeur, même si on travaille pendant 6 mois. Il s'agit toujours de préparer le terrain pour la personne qui a eu ce désir, ce même désir de cinéma que vous, en fait. Et donc, c'est les seuls endroits où on peut expérimenter un peu de frustration, que ce soit dans le contexte de cette crise ou globalement, c'est quand souvent, il y a une beauté de cet unisson. Hein. On n'est pas dans l'unanimité, on est dans l'unisson des sorties cinéma. Il y a une vibration de la critique en ligne qui fait qu'il y a ces événements. Ils peuvent exister de façon virtuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé Berlin virtuel. J'ai beaucoup aimé, comme réalisatrice, être dans mon salon. C'est des déficits d'intensité. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, on vit des déficits d'intensité et on fait aussi ces métiers pour leur intensité. Mais en revanche, ces déficits d'intensité créent aussi d'autres rapports de dédramatisation par rapport à ce que c'est que la réception d'un film. Qu'est-ce que c'est que le bruit, pas le bruit, comment le bruit vous revient. Et c'est vrai que moi, je suis très très vigilante à la critique cinéphile sur Twitter, qui est d'une vitalité admirable, avec des débats très beaux. Et souvent des façons de parler des films qui en tout cas, moi comme auteur, hein, comme autrice, je parle des films des autres, hein, pas des miens, m'anime. Et pourquoi je vous disais ça? Et que donc oui, la question de l'événement, elle se pose aussi dans... et c'est ça qui se passe dans le festival, c'est que tout le monde regarde la même chose au même moment. Mais ça peut être aussi la sortie, voilà, ça peut être aussi les sorties des films. J'ai légère frustration par moment à attendre, et surtout vu dans le contexte des salles en France, attendre 6 mois pour présenter son film à d'autres pays pour 60 000 entrées. Vous voyez, c'est ce qui fait que par moment ce travail il peut être... C'est pour ça que c'est un engagement, c'est pour ça que moi je comprends mes collègues qui vont pas 3 fois en Belgique, c'est que au final, soit ça fait partie du geste, et pour moi, je décide que ça fait partie du geste, sinon c'est invivable. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus concentré. Moi, j'ai la chance d'être aussi rémunérée pour ce travail quand je le fais de façon aussi intense par ma productrice en France. C'est pas le cas de tout le monde. C'est lié à l'investissement que j'y mets. Hein. C'est du travail, mais c'est exceptionnel cette situation. Et c'est vrai que l'étalement dans le temps, ça peut aussi être un épuisement pour les autrices. Donc c'est la chose qui est difficile, c'est que c'est extrêmement athlétique et que je vais finir là-dessus après parce que de toute façon je reprendrai plus la parole, ça sera fini, vous inquiétez pas. Les opportunités que ça ouvre pour nous les auteurs en promotion, c'est qu'avant, quand on voyageait pas, on faisait pas la promo. Et donc, il y avait l'idée que si on mettait pas son corps dans une pièce, cette promotion n'existait pas. Et là, il y a vraiment un effet inverse qui est, c'est cette chose qu'on a tous connue, de finalement, on se rend compte qu'on peut se parler à travers des écrans de façon, sans que ce soit trop intimidant, et qui est vraiment quelque chose qui s'échange. Ben, d'un coup, toutes les promotions sont possibles. Et donc là, le travail d'athlète, même s'il est à domicile, ou dans un hôtel la semaine prochaine, il rend possible des promotions qui étaient impossibles. Et donc, on travaille beaucoup plus. Mais on atteint des territoires sans se déplacer. Ça ne veut pas dire que c'est moins fatigant, etc. Il faut vraiment le prendre en compte pour les auteurs et les autrices. C'est vraiment compliqué, hein. C'est pas simple, mais par contre c'est possible. Et c'est vrai que ça a décomplexé ça, et que notamment le nerf de la guerre pour moi, qui est moins les interviews, enfin c'est très important, mais aussi les Q&A, c'est-à-dire les débats dans les salles. Le fait que ce soit, pour moi, le fait de plus... Par exemple, moi j'ai jamais vraiment fait la promotion de mes films en Russie, aussi pour des questions politiques et de sécurité autour des films. Notamment dans des festivals qui étaient annulés, etc., sur Naissance des pieuvres ou Tomboy. J'ai enfin pu me rendre en Russie dans une salle
dans un Q&A à Saint-Pétersbourg, il y avait 800 personnes dans la salle, et même des spectateurs et spectatrices s'adressaient à moi en français pour m'expliquer qu'en fait on traduisait mal ce que je disais sur l'avortement, etc., etc. Donc, d'un coup, il y avait une zone de sécurité pour moi, pour me rencontrer ce public que j'avais jamais pu rencontrer parce qu'on n'était pas en sécurité les uns et les autres pour se rencontrer. Et donc ça, c'est voilà, attention aux auteurs dans ce contexte, mais c'est des opportunités qui, je trouve, sont vraiment nouvelles pour le coup, qui sont aussi juste des déblocages psychologiques. Voilà. Donc, la crise comme opportunité. Merci Céline. Surtout, je pense, moi, je retiens pour Unifrance, on l'a entendu quand même, ce travail. Donc, à la fois, il peut se faire peut-être plus en numérique, mais le travail d'accompagnement, c'est un travail. Nous en sommes très conscients chez Unifrance pour tous nos artistes. Ils ont beaucoup voyagé les 13 rue ENR. On verra si ça va perdurer pour faire des Q&A. Fionnuala, évidemment, travailler avec une réalisatrice comme Céline Sciamma, qui connaît quand même les distributeurs très, 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 très bien, c'est certainement une chance, c'est aussi une responsabilité. Chez MK2, c'est-à-dire qu'il y a aussi une approche, justement, on en parle beaucoup là de la salle, je pense que le mot plateforme n'est même pas encore tombé, c'est-à-dire que l'approche aussi de la vente, aussi avec Mobi, mais cette approche de la vente plutôt traditionnelle, tout droit, plateforme, ça fait partie d'une stratégie intégrante MK2, on pourrait dire, ou c'est vraiment film par film, expérience par expérience et sur mesure? Bonjour à tout le monde et merci. C'est vraiment, disons que c'est sûr qu'il y a une préférence de rester avec des indépendants, étant aussi des exploitants. Mais c'est vraiment au film par film et on prend jamais un choix d'aller avec un plateforme sans que ça soit le souhait du réalisateur, de la réalisatrice et de ses producteurs et productrices. Voilà, on a notamment passé par cette question avec Céline Sciamma lors de Portrait de jeune fille en feu, et on a décidé, avec Céline, avec Bénédicte, sa productrice, de prendre la voie de l'indépendance. C'était une décision politique, mais c'était aussi pour ne pas gaspiller un énorme potentiel public et box-office qu'avait son film. Si on avait pris l'option de Netflix, ils étaient prêts à mettre beaucoup plus d'argent sur la table, mais on n'aurait eu qu'un film pour les Oscars, enfin pour les Awards, ils auraient poussé que ça, et il y aurait tout le gaspillage de la salle qui aurait été perdu. Même s'ils avaient beau raconter, on avait X nombre de salles pour Romain, c'était pas vraiment vrai leur chiffre par rapport à ça. C'était vraiment pour avoir les meilleurs des mondes qu'on a pris ce choix d'avoir quelqu'un qui allait travailler la salle et qui avait une expertise et déjà une super track record avec des films en langue étrangère pour la salle et une volonté pour travailler et le public classique plus âgé et d'aller chercher un public plus jeune. C'était une des choses qui démarquait le Neon par rapport à d'autres distributeurs aux États-Unis à l'époque. Maintenant, il y a quelques autres qui font un peu ce créneau-là. Donc c'était pour aller pour le box-office, pour la salle et aussi pour les prix. Le film n'était pas la sélection française pour les Oscars, mais Céline était nominée et elle a raflé un peu les prix dans tous les sens, hors ceux pour lesquels elle pouvait concourir. Donc on peut dire que c'était un très beau succès pour les prix, pour les critiques et notamment pour la salle, où il a fait 3,7 millions de box-office aux États-Unis, donc un des plus gros succès français depuis un bon moment. Le film était coupé par la pandémie. Il a fait 1 million de box-office le week-end avant la fermeture des salles aux États-Unis, donc il était plutôt en voie pour faire 5, 6, 7. On n'était pas trop sûrs, mais c'était un très beau succès. Tu crois que la décision serait la même, là, en pleine crise aujourd'hui? C'est un peu une question de piège, mais... Vraiment, ça, c'est une question à voir avec les auteurs par rapport à leurs souhaits, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire dans le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend ensemble. On regarde les options. C'est qu'est-ce qu'on peut avoir via la voie indépendante en termes de chiffres, en termes de possibilités, en termes de nombre de pays, et qu'est-ce qu'on peut avoir avec une plateforme. On a pris la décision d'une plateforme il n'y a pas très longtemps pour un film en coproduction française. Qui a eu sa première à Venise, dans un marché compliqué après 6 semaines après Cannes, où il y avait déjà trop de films, où personne ne voulait vraiment acheter des films. Donc on n'avait pas vraiment de choix via des distributeurs indépendants. Donc c'était un choix pris avec une plateforme.
Mais je pense qu'il faut dire aussi que Netflix, par exemple, ils n'achètent plus les films de la même façon. Enfin, c'est fini, les films en langue étrangère qu'ils achètent sur Film Fini à Cannes, qu'ils prennent que pour les Oscars. Maintenant, ils les produisent. Et voilà, s'ils achètent des films, c'est plus via la filiale de chacun des pays. Donc là, c'était un film libanais. Donc c'était plus le bureau Moyen-Orient qui voulait ce film. Et donc, du coup, ils l'ont pris pour les autres territoires. Mais il n'y en avait pas d'autre option. Et c'était encore en consultation avec tout le monde. Donc, je pense que c'est très important de dire ce que Fiona vient de dire. C'est-à-dire que Portrait de la jeune fille en feu, c'est vraiment une exception absolue. Il faut arrêter de penser que les plateformes achètent tout. Parce que on entend encore, nous, exportateurs, beaucoup de producteurs viennent nous voir. D'abord, ça a beaucoup évolué depuis qu'ils sont arrivés sur le marché il y a 5, 6, 7 ans, où ils achetaient parce qu'ils avaient besoin. Il faut arrêter de penser que c'est nous, ou les producteurs, qui choisissons. C'est les plateformes qui choisissent. Et aujourd'hui, elles choisissent extrêmement peu. Donc, voilà, je te remercie de l'avoir dit enfin. Ouais, non, mais on attend tout le temps parce que Portrait, on a l'impression, parce qu'on parle de ce film qui est exceptionnel et qui a eu une carrière exceptionnelle, qui est peut-être le plus gros succès d'un film français depuis 15 ans à l'étranger, c'est une exception. Vraiment. Les plateformes n'achètent pas tout, bien au contraire. Et ce sont elles qui choisissent. C'est pas nous qui choisissons. Très important. Donc, Fiona, tu dirais, c'est vraiment une décision film par film, comme tu as expliqué, avec aussi production et réalisateurs, autrices, s'ils sont aussi impliqués que Céline l'est. Emmanuel, c'est quand même, et je trouve que c'est intéressant aussi, c'est aussi, je rappelle, nos deux socles de cette fusion. Il y a le cinéma avec ses questionnements de la salle et l'audiovisuel qui a d'autres, enfin, il y a les mêmes problématiques, je pense, tu te retrouves un peu dans ce débat, et d'autres. Donc, le distributeur audiovisuel, l'exportateur, son indépendance par rapport à un producteur, quand on regarde avec la directive SMA, là, il va y avoir des carnets de commandes, mais souvent peut-être aussi des carnets de commandes de plateformes mondiaux, donc mondial, mais donc du coup déjà en fait l'export il est déjà fait par la production ou l'ADN même de cette construction de la production. Pourtant c'est important. Vous, quand je regarde votre site internet, il y a beaucoup de chaînes linéaires qui sont citées comme clients, donc vous vendez pays par pays quelque part aussi, donc il y a aussi ce questionnement, il se rejoint en fait. Alors déjà, pour faire les parallèles, les points communs et les différences, effectivement, il y a plein de choses où je me suis retrouvée dans ce que tu disais. Notre métier a été bouleversé aussi. On a le même sentiment, donc on n'a plus de marché, on est derrière Zoom, d'essayer effectivement de trouver des nouvelles idées, de tout remettre à plat. L'importance du marketing, d'arriver à trouver sa place. Surtout que ce qui nous est arrivé, vous l'aviez peut-être déjà dans le cinéma, c'est que nous, il y a une prolifération un volume de séries qui est produit au niveau mondial, qui a explosé ces 3 dernières années. Donc il y a un effet de comment arriver à trouver sa place, comment se distinguer qui devient vraiment vital. Et puis sur ta question, effectivement, de la directive SMAD et de quelle est la place du distributeur, du producteur, etc. Donc effectivement, c'est une formidable opportunité. Il reste à voir les effets, en fait. Effectivement, ça paraît formidable. Bon, il faut déjà voir que, pour le moment, en tout cas, il y a un nombre quand même assez limité de producteurs qui en bénéficient. C'est pas encore tout le monde. Que les genres, la fiction en bénéficie pas mal, les autres genres, anime et doc, pas encore vraiment. Donc, il faut qu'on attende de voir un peu les résultats de tout ça. Par rapport à ce que vous disiez aussi, on a la même chose avec les plateformes, c'est-à-dire qu'il y a eu le mouvement il y a 5 ans où ils achetaient tout parce qu'il fallait qu'ils se lancent. Maintenant, ils achètent effectivement beaucoup moins de programmes et pas forcément pour le monde. Donc ça c'est aussi des opportunités où ça nous permet de moduler justement quand on exploite, de pas forcément avoir le choix cornélien en disant on vend à des... alors déjà en termes de dialectique, vous parlez d'exportateurs qui vendent à des distributeurs. Nous, on parle de distributeurs qui vendent à des chaînes et des plateformes et des services. Donc déjà, pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Mais notre choix cornélien, c'est plus forcément de dire on va faire une plateforme et ils prennent tout, ou on va faire pays par pays. On peut arriver à faire des solutions hybrides. Et en fait, notre métier aujourd'hui, nous, distributeurs,
c'est de vraiment accompagner les producteurs maintenant très en amont sur les plans de financement notamment. Et là aussi, j'ai perdu le fil de mon idée, pardon. Oui, comme ils vont beaucoup commander, en fait, c'est vrai que le distributeur peut se dire, mais en fait, moi, je vais plus rien avoir à faire. Si toutes les commandes partent sur Netflix et qu'effectivement, ils commandent pour le monde entier, il n'y aura plus de droits à exploiter. Donc, effectivement, que devient le distributeur ? Et je pense que, alors déjà, le marché traditionnel continue à exister, il n'est pas mort, même si TF1, M6 fusionnent et qu'il y a moins de guichets. Ils ont encore des obligations, et ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est plus forcément des obligations, mais ils assument aussi de faire des originaux, comme tout le monde. Parce que très longtemps, on a des obligations, Maintenant, c'est des originaux. Donc, le marché, il est toujours là. Et nous, le rôle du distributeur, c'est vraiment de travailler sur le financement, en fait. Très en amont, on est de plus en plus lato, ce que vous avez connu dans le cinéma aussi. On intervient au niveau du développement, on intervient au niveau du plan de financement. On conseille énormément sur, justement, des solutions hybrides, de pouvoir marier du TF1 avec du Netflix. Je prends un exemple, là, en ce moment, on a une série... une petite série au Pays de Galles, on leur amène une chaîne anglaise, on leur amène une chaîne américaine, ça devient plus gros, donc ça va plus s'exporter. Enfin, tout ce travail en fait de l'œil international et du financement en fait qu'on peut leur apporter pour faire des plus gros projets qui rayonnent plus. Voilà, j'ai un peu mélangé plein de trucs. J'espère que donc c'était clair. vous devenez coproducteur. De plus en plus souvent. Donc Grégoire, toi qui investis globalement aussi massivement quand même dès le départ dans les films, en fait le vendeur pure player qui existait encore il n'y a pas si longtemps, c'est terminé ça ou... Oui, maintenant toujours dans les limites de ce que les auteurs et les producteurs souhaitent. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que en intervenant, en investissant du MG ou des parts copro, finalement, bon, oui, c'est un peu la même chose. En fait, tout est dans le chiffre final, mais c'est ce qui est plus intéressant, comme le dit Emmanuel, c'est effectivement le niveau de collaboration que moi je sens depuis longtemps aussi. Hein. Il y a toute une génération de producteurs qui a cherché. Moi, je vois ça depuis plus longtemps parce que j'ai vu arriver le métier d'exportateur à la fin des années 90, qui était beaucoup moins là, qui était un peu la cinquième roue du carrosse, qui depuis est devenue, qui n'existait pas. Hein. Moi, je suis arrivé, il y avait 5 exportateurs. 5 exportateurs. Mais en télé, c'était encore pire. C'était la sixième roue du carrosse. Là. Qui était souvent d'ailleurs, uniquement le fait des studios. Je parle de Gaumont, Studio Canal, UGC. Pathé, et qui après ça il y a eu les indépendants, il y avait déjà quelques indépendants, mais c'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui, le tissu de vendeurs qu'il y a aujourd'hui. Donc je dis ça parce que à l'époque il y avait 0 ligne export sur les budgets de films. Moi je suis arrivé à un moment où c'était vraiment le moment où tout d'un coup il y a eu une prise de conscience que l'export pouvait être une ligne dans le financement d'un film. Donc c'est pour ça que je repars d'aussi loin pour voilà. Après ça les MG, et puis après ça effectivement des parts de copro quand tout d'un coup le producteur nous appelle. Moi je me souviens quand Charles m'a appelé le 12 août pour monter Mustang, où il avait littéralement 2 jours pour le monter parce qu'il le récupérait d'une productrice précédente, et le tournage était 2 semaines plus tard et qu'il fallait vraiment le monter en 2 jours le 12 août. Donc je vous laisse imaginer. C'est pas forcément le moment le plus... Voilà. Et donc là, il m'appelle... Il faut dire le 15 août, Grégoire vous envoie des SMS en me posant des questions sur les rendez-vous. Et c'est Daniela qui me dit ça, c'est ça qui est formidable. Non, mais l'idée c'est que voilà, donc effectivement il me demande un montant assez conséquent pour ce genre de film. Moi j'y croyais parce que j'ai tout de suite adoré le film, mais il me rappelle une demi-heure plus tard en me disant écoute voilà, j'ai vraiment besoin de 50 000 € de plus, est-ce que tu... Voilà, donc ça, donc mets un peu de copro. Quelqu'un dans cette salle sait que ça nous a été très profitable, mais l'idée c'est que voilà, bon, je dirais que c'est pas là l'important. L'important après, c'est effectivement la collaboration avec le producteur. Nous, c'est vrai qu'on est tout d'un coup cet été aussi, je me suis rendu compte que toujours le 12 août, je regardais mon téléphone et j'avais Léo Scarax, Catherine Corsini 4 fois, Bertrand Mandico. Enfin voilà, j'ai passé mon été avec les réalisateurs au téléphone. Donc c'est aussi c'est plutôt ça qui m'intéresse que savoir si le MG est MG copro. Enfin oui, évidemment, mais l'idée c'est plus un accompagnement. Et puis c'est vraiment à la demande du producteur et des auteurs. C'est-à-dire que
Typiquement, Léos peut me demander d'avoir un avis sur un montage. Catherine Corsini sur La Fracture m'a montré le film fini parce qu'elle savait qu'elle y était, et je suis sorti en pleurs en me disant il n'y a rien à faire, enfin il n'y a rien à dire, c'est juste voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. J'imagine que Céline a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est ces collaborations là qu'on cherche. Enfin, c'est plus que l'aspect investissement, il n'est pas que dans l'argent. Je suis désolé, c'est un peu flou ce que je dis, mais j'essaie de faire sentir voilà. Donc Fiona, finalement, c'est une coproduction dans le sens très très large, c'est-à-dire on est avec sa réalisatrice, comme dans le cas de Céline, la production forcément, l'export, tout ça, ça en fait qu'un. C'est ça le futur finalement de la force aussi de nos œuvres à l'international. C'est sûr qu'il faut être innovante, il faut proposer des services, et que voilà, le métier est simple, je pense, du vendeur, voilà, c'est de moins en moins compliqué, enfin de plus en plus compliqué, moins en moins évident, et qu'il faut innover, qu'il faut changer, il faut accompagner, et puis être à l'écoute voilà, des besoins. Voilà. Donc, je note que là, on se rejoint vraiment très, très positivement avec l'audiovisuel, parce que là, visiblement, quand même, les besoins sont les mêmes. Mathieu, ça donne des idées au CNC dans l'accompagnement? On a toujours des idées au CNC. Oui, non, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et voilà, nous, on essaye d'être à l'écoute de ces évolutions-là, d'être aux côtés des exportateurs dans cette politique aussi d'investissement, MG, CoPro, aussi de donner les moyens aux professionnels français, que ce soit les producteurs, les exportateurs, etc., d'avoir accès aussi aux talents du monde entier. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est qu'on a une chance incroyable en France d'être la porte d'entrée d'une très très grande diversité et d'une grande richesse, de pouvoir accueillir en France et de pouvoir permettre aux professionnels français de travailler avec des auteurs argentins, des réalisateurs libanais, des auteurs chinois. Et je pense que ça, c'est vraiment une carte qu'on ne doit absolument pas abandonner, et au contraire, qui doit faire partie de nos priorités en matière de soft power. Tu as mis un sous-titre là, le renforcement du soft power culturel français. Mais je pense qu'il est là aussi. Quand nous, on fait des accords avec la Cité internationale des arts pour faire venir une dizaine de jeunes auteurs et autrices libanais pour leur permettre de travailler sur leurs projets futurs à la suite de l'explosion du 4 août 2020, c'est aussi leur permettre de trouver en France un producteur, pourquoi pas un agent de vente, donc qui va s'intéresser à leur projet, qui va les accompagner. Et ce qu'on met en place au CNC, c'est un accompagnement de ces auteurs-là sur le long terme. C'est pas juste on leur donne une résidence et puis ils se débrouillent tout seuls. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et voilà, diversité des genres, diversité des talents. Et je pense qu'Unifrance a aussi une carte à jouer là-dessus en matière de renouvellement des publics. Moi, je l'ai beaucoup vu quand je travaillais aux États-Unis ou en Amérique latine. Je pense qu'on a tout à jouer quand on présente une œuvre, un festival de cinéma français, de jouer sur cette carte-là de la diversité en matière de renouvellement des publics, en matière aussi de ce qu'on peut proposer en termes d'événements, de débats d'idées autour d'une œuvre, autour d'un film, de grands sujets qui peuvent intéresser le public. Et voilà, ça fait partie de nos grandes priorités au CNC sur les années à venir. Et ce qui fera entièrement partie des projets 360 que Unifrance veut mettre en place suite fusion, et grâce au plan de relance et la dotation du ministère et du CNC. Je vais peut-être ouvrir un peu aux questions. Est-ce qu'il y en a? Sinon, moi, j'en ai plein, mais est-ce qu'il y a des... Alors, je rappelle, pour poser une question, je pense qu'il faut se lever et aller vers un micro. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors moi, je ne vois pas forcément, Carla. C'est toujours extraordinaire quand on a l'impression qu'on a dit, et or on a l'impression qu'on n'a rien dit. Ça me permet quand même de reposer la question. Emmanuel, quand même, l'audiovisuel chez nous, c'est nouveau aussi. Chez Unifrance, on approche tout ça un peu différemment. Il y a un souhait, une idée, quelque chose que tu te dis, ça serait vraiment bien qu'on le mette en place. Nous, Unifrance, pour vous, membres.
C'est le moment. On va avoir plein d'idées, mais c'est vrai qu'il y a un truc que font les Anglais, dont on est un peu jaloux. Ils organisent, je crois que c'est en février, 3 jours où ils invitent effectivement tous les acheteurs de fiction, en tout cas de fiction, oui, à Londres, et où ils sont pris en charge. En fait, c'est des visionnages de bandes-annonces ou d'épisodes où chaque distributeur, pendant 2 heures, se relaye pour partager. Alors, il y a des formats différents, il y a des talents qui s'expriment, il y a des... Mais si on arrivait effectivement à tous se regrouper pour faire venir, et pas un marché, mais vraiment les dérivés des LA Screenings ou de ces journées à Londres, de faire venir à Paris tous nos acheteurs pour leur montrer des images, des épisodes, des rencontres avec des talents, ça serait formidable. Oui, une sorte de journée de congrès d'exploitants qui ne seraient pas exploitants mais acheteurs. On peut tout à fait réfléchir pour les rendez-vous 2023. Ça me plaît bien comme idée. D'ailleurs, on a quelques idées aussi pour ça, pour les vendeurs cinéma sur lesquels on va travailler cette année pour faire ce genre d'exercice. C'est pas forcément évident, parce que c'est pas évident de parler devant comme ça un public et de s'exposer aussi avec ses films, ses programmes, parce que c'est évidemment comme toujours, un moment un peu... Les films ne sont pas encore faits, les œuvres ne sont pas encore faites, mais une bonne idée à retenir. Grégoire, la post-fusion, post-fusion, c'est post-crise, je voulais dire. Vous voyez avec quoi je passe mes nuits. Post-crise, est-ce qu'il y a des choses... Donc, agilité, j'ai entendu. C'est quoi, en fait, agilité pour Unifrance, hein, pour vous, ça devrait être quoi ? Moi, je vais poursuivre ce que vient de dire Emmanuel. Tu sais très bien que ce qu'Emmanuel propose là, moi, je l'ai proposé dans une version un peu plus succincte pour les exportateurs l'année dernière. On a eu la chance de pouvoir chacun, dans un moment où il n'y a pas eu les rendez-vous de Paris janvier dernier, de pouvoir enregistrer une petite pastille qui durait 10 à 15 minutes où un peu comme... Moi, j'étais très impressionné. J'ai trouvé très très bien ce que le film français avait fait au sortir du congrès des exploitants l'année dernière, c'est-à-dire de faire une journée distributeur filmé, que j'ai trouvé d'un professionnalisme, d'une qualité. Au-delà des images, j'ai trouvé que c'était très important de voir parler les distributeurs, avec leur spécificité, leur nature, leur ADN. Parler des films je vais rejoindre ce qu'a dit Céline, dans un contexte qui est peut-être moins intimidant que sur une scène devant 2000 personnes, où tout d'un coup j'ai découvert des distributeurs que je connaissais pourtant bien. Je les ai découverts de l'intérieur, vraiment c'était très intéressant. Et donc j'ai proposé à Daniela qu'on fasse ça l'année dernière pour les exportateurs. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris cette année que trop d'exportateurs n'ont pas voulu le renouveler. Alors c'est vrai qu'il y a une édition physique qui fait que c'est moins justifié, mais quand même, je trouvais ça bien de présenter nos line-up. Beaucoup de distributeurs ne peuvent pas voyager. Moi, je voudrais juste parler de quelque chose qui me semble être essentiel, qui est une question vaste, qui est une question qui n'a pas de réponse pour l'instant, mais Céline en a un tout petit peu parlé. C'est l'avenir de la salle à l'étranger pour les films français, qui me semble être quand même... parce qu'on a tous des sensations quand même. Alors il n'y a aucune réponse pour l'instant parce qu'on ne sait pas le monde qu'on va retrouver. Enfin, on peut en parler pendant des heures ou ne pas en parler du tout, mais Céline a dit quelque chose que je trouve très important. Elle a senti que ce qui s'était passé avec Mubi en Angleterre, ce qui s'est passé aux États-Unis beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de distributeurs en Zoom cette année américains qui étaient surpris eux-mêmes, au-delà des fermetures de beaucoup trop de salles indépendantes aux États-Unis. Et pas qu'aux États-Unis, malheureusement, il y a eu tout d'un coup des soubresauts, il y a eu tout d'un coup des petits épiphénomènes très intéressants. Et tout cela, pour répondre à ta question d'agilité, elle est là aussi. Elle est là dans cette capacité de réinventer le marketing d'une sortie commerciale, de faire le pont entre différents publics qui aujourd'hui vont consommer le cinéma de manière différente. On le voit bien en France aussi que le cinéma art et essai, il est moins successful, il est moins présent, ses parts de marché diminuent. Mais moi, je suis très optimiste dans les mois et années qui viennent, qui retrouve sa place, pas forcément en salle, mais la salle a un rôle très important si elle comprend qu'il y a quelque chose à jouer sur peut-être des fenêtres plus flexible, plus agile, plus
de jeux de correspondance avec de la VOD. Il y a eu des idées très intéressantes il y a une dizaine d'années qui n'a jamais été de distance des salles par rapport au public. Est-ce qu'on n'offrirait pas à ce public, peut-être pas en même temps que la salle, mais 2, 3, 4 semaines, 6 semaines après. Nous, on a eu cette expérience l'été dernier de la sortie d'Annette par Amazon. Personne ne comprenait vraiment. Est-ce que c'est de la salle? Est-ce que c'est de SVOD? Voilà. Il y a plein d'idées aujourd'hui qui n'étaient pas là avant et qu'il faut embrasser, comme ils disent aux États-Unis, avec sérénité, ouverture d'esprit, agilité, encore une fois. Désolé, mais voilà. Et je pense que la salle a tout à gagner de ça. Voilà, on a vu que Mubi s'est très 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 bien débrouillé cet été avec quelques films, et ça a été dans cette ouverture d'esprit. On voit bien que Louisa Dent chez Curson, qui est quelqu'un de nature plutôt prudente pour pas dire autre chose, loue depuis 2-3 ans un nouveau schéma qui fonctionne très très bien et pour la salle et pour la VOD. On l'a vu aux États-Unis. On l'a vu avec Neon qui a expérimenté des choses aussi, on l'a vu avec des distributeurs qui ont expérimenté des choses. Et il se passe des choses dans le bon sens. Alors ça va aussi avec une réduction des dépenses de marketing en salle, mais il y a un rééquilibrage qui se fait, une économie qui est en train de se retrouver pour des gens smart, pour des gens qui ont envie, pour des gens... Moi je l'ai vécu avec Annette en Espagne cet été, je l'ai vécu avec Annette en Angleterre, où les résultats étaient tout à fait là, parce que tout d'un coup les distributeurs ont moins dépensé, plus intelligemment. Évidemment les réseaux sociaux ont une place, évidemment les nouvelles manières de communication, de publicité, voilà, il y a plein de nouvelles choses. On le voit aussi pour quelques distributeurs en France qui ont peut-être plus de mal, qui ont envie, qui ont besoin, mais qui, voilà, peut-être la transition est peut-être pas aussi aisée. Mais voilà, je pense que moi je suis optimiste. Voilà, il y a un rééquilibrage à jouer. La salle, on va voir, on sait bien, c'est l'histoire d'événementialisation, de quelques films qui malheureusement prennent beaucoup trop de place, ou en tout cas la place qu'ils prennent aujourd'hui, c'est une réalité. Donc à nous de réfléchir de comment nous on prend la place sur nos films à nous. Bon, on me rappelle à l'ordre. Grégoire, merci pour cette note optimiste. J'aimerais quand même bien, Céline, toi en tant que cinéaste, je trouve c'est intéressant, et c'est pas la plateforme ou le petit écran versus l'écran écran, mais ensemble on sera plus fort. Juste le petit mot de la fin, je te le laisse là-dessus, parce que c'est toi en tant que cinéaste aussi qui... C'est vos œuvres sur ces écrans. Il faut se dire que elle est à l'extrême, parce que en fait on fait comme si on se raconte, parce que on est dans un marché, on est une industrie, que comment on fait pour attirer les gens dans la salle, comme si ils avaient plus envie, comme si. Mais c'est la question de l'accessibilité des œuvres aussi. Voilà, c'est ça dont on parle. Parce que c'est pas juste comment on fait venir les gens, comment on crée l'événement, comment on les y intéresse, comme s'ils ne s'y intéressaient pas. C'est la question de l'accessibilité des œuvres dans des territoires plus ou moins vastes. C'est pas étonnant que ce soit des territoires très vastes qui travaillent à l'accessibilité des œuvres, qui soient plus en avant sur la dématérialisation, la circulation des œuvres. Donc voilà, la question de l'accessibilité, qui sont des questions géographiques, mais aussi parfois des questions physiques, des questions de déplacement, des questions de qui peut aller dans les salles. Le fait que les enfants dépendent des adultes, par exemple, pour aller dans les salles de cinéma, ne puissent pas faire des choix autonomes de spectateurs. Ça, je suis désolée, mais c'est contré par leur utilisation notamment très autonome de toute forme de tablettes, etc., qui fait qu'ils peuvent être dans leur propre curation ou répondre participer à des événements au moment où ils arrivent. Donc dans cette synchronicité, il y a l'idée de l'accessibilité des œuvres avant l'idée de notre propre survie, c'est l'idée et donc c'est l'endroit où là aussi il faut de l'unisson, c'est que les spectateurs et spectatrices sont dans ce désir aussi. Voilà, et c'est pas comment on convainc les gens. C'est comment on arrive à se réunir, parce qu'en fait, il y a du désir partout. Il y a une nouvelle génération de cinéphiles qui est exceptionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vont en France au cinéma. Alors, ok, parce que Spider-Man est sur tous les écrans, mais aussi, ils y sont. Je veux dire, ils pourraient ne pas y être du tout. Ils y sont. Donc, il faut absolument, suivre les désirs, les instincts de cette jeune génération de cinéphiles. Et je parle aussi des très très jeunes enfants, parce que c'est pas le public du futur, c'est le public du présent. Donc, il faut aimer le présent. Essayons d'aimer le présent.
Merci beaucoup. Allons de chercher ce public du présent. Merci aux exportateurs, distributeurs de faire ce travail aussi sur l'international. Merci pour votre disponibilité ce matin et je laisse maintenant le prochain panel s'installer avec un léger retard. Voilà. Merci beaucoup. Merci.